Bonjour tout le monde, ça fait plaisir. Merci d'être là ce midi. Cheers à ceux qui ont un petit café peut-être en main. Bon appétit à ceux qui en lunchant, qui prennent une petite demi-heure ce midi pour venir passer ça avec nous. Ça fait plaisir de vous rencontrer. Merci pour la présentation. Merci pour l'invitation. Donc évidemment, on s'embarque ensemble dans une petite demi-heure webinaire. On n'est pas de formation. Ce n'est pas non plus un approfondissement d'une thématique, mais je pense qu'on peut quand même s'éclairer sur le sujet du leadership collaboratif, un thème qui me tient particulièrement à cœur parce que j'ai l'impression qu'on peut vraiment tranquillement, c'est un mot très à la mode, hein, la collaboration, mais on peut hiérarchiser tranquillement ce processus collaboratif. C'est-à-dire que ça appartient à tout le monde maintenant de proposer des actions en vue de la collaboration et de tirer les gens de mon équipe vers le haut pour optimiser. Là, comment est-ce qu'on fait? Bien, une des méthodes, un des mécanismes possibles, c'est les modes d'interaction. Il y a un outil que je vais présenter aujourd'hui succinctement, évidemment, on est dans le sommaire, mais il y a moyen de s'approfondir, puis on se rend compte que développer son leadership collaboratif, c'est se mettre au service d'une équipe. Ce n'est pas nécessairement de s'ancrer dans un style qui nous appartient, de varier son style en fonction de l'auditoire qu'on a, en fonction du contexte de la rencontre d'équipe, du travail de groupe qu'on a. Et à partir de quand j'observe un peu la dynamique d'une équipe, je peux agir sous différentes formes interactionnelles pour aider mon équipe à performer. C'est un peu la présentation de base de ces modes d'interaction, méthode réfléchie par Pierre Mongeau, Jacques Tremblay, que je vais présenter rapidement tantôt. Puis on va avoir une deuxième portion, mais tiens, je vais déjà présenter un peu mon plan. Vous voyez bien, on va parler de l'axe de développement de leadership collaboratif, d'abord, qu'est-ce que je veux dire par là? Des livres sur le leadership, qu'est-ce qui est la forme collaborative, en quoi ça s'inscrit dans une démarche, si on veut, ou très actuelle dans les marchés actuels. On va parler des modes d'interaction, on va voir sommairement de quel mode il s'agit. Je pense que je vais voir certains modes pendant ce webinaire-là, puis essayer déjà d'avoir une pratique réflexive sur comment moi je peux, en fonction de mon style, quelles sont les peut-être, puis aussi quelle stratégie je peux utiliser pour essayer de changer un peu mon style à l'occasion, quand c'est nécessaire. On va parler un peu plus lourd, évidemment, mais nécessaire. Je pense qu'il faut encourager cette culture de la rétroaction critique dans son organisation. Notez ici que je ne parle pas de rétroaction constructive. Ce sera les gens qui choisiront quand je leur fais constructif ou non. Moi, je vais essayer d'être le plus critique possible en vue de voir un changement arriver quand quelque chose me déplaît, quand un comportement me déplaît. J'espère susciter le dialogue avec l'autre personne pour la changer. Mais je pense que ça fait partie de la collaboration. De vouloir cacher en dessous du tapis certains irritants qu'on a, ben, c'est pas aider la collaboration dans son organisation. Est-ce que je peux contribuer à une dynamique plus saine en faisant du feedback critique rapidement, on touche à ça. Ces thèmes-là s'explorent en profondeur dans différentes formations. N'hésitez pas dans le chat, si vous avez des questions, on va garder un 5-10 minutes à la fin là, pour discuter de tout ça. Mais voilà, c'est notre programme un peu pour ce midi. Merci d'être là. Vraiment, ça fait plaisir. S'il y en a que j'ai déjà vu en séance de formation, ben, je suis content de vous revoir, bien que je ne vous vois pas et que c'est assez particulier. Ça devant des caméras fermées. Je sais qu'il y en a qui l'avaient allumé. Merci de l'avoir fait. C'est vraiment juste pour mettre trop de gens sur la ligne, puis il faut gérer un peu ça. Quand on parle de leadership collaboratif, il y a plusieurs études qui sortent là-dessus, mais notamment comment fonctionnent ces études sur le leadership, c'est qu'on étudie en groupe, on les filme, on les suit, et ensuite on fait des entrevues avec les gens en leur demandant mais, qui t'a influencé à collaborer, qui t'a eu envie de suivre pendant ces travaux d'équipe-là ou ces rencontres de groupe-là qui t'ont influencé. Les gens nous répondent toutes sortes de choses, puis de ça, on retourne voir les films par la suite, on collige avec les réponses obtenues dans les entrevues, puis les actions qui ont été faites par les personnes ayant été nommées comme étant influentes dans une équipe. Puis il y a certaines généralités qui restent de ça par rapport à la collaboration. Bon, à la base, évidemment, on ne s'en sort pas. C'est ultra nommé par les gens qui sont interviewés. Évidemment, c'est rare qu'on reconnaît que quelqu'un qui a du leadership ou qui nous influence n'est pas compétent. On s'entend que ça, c'est un des premiers points. Mais attention, ici, on a nommé leader, malgré une croyance parfois populaire que je suis leader de ma vie. Non, c'est pas parce que je parle plus ou que je prends de la place que je développe du leadership. Cette notion d'influence n'est pas rattachée au taux de participation actif d'une personne ou non. Faire attention de cette nuance-là. Peut-être beaucoup dans la réaction et avoir beaucoup d'influence dans la collaboration parce que c'est ça dont mon groupe a besoin. Quand on est dans un groupe où il y a beaucoup d'expressifs, beaucoup de gens qui parlent, qui prennent la parole, ça se peut que ce besoin, ce soit quelqu'un qui soit plus vraiment dans la critique, dans la structuration, dans la vigilance et autres. On est sur différents niveaux. C'est pas parce que je parle plus ou pas ou moins que je suis influente. Évidemment, on parle beaucoup de cette compétence à l'intelligence émotionnelle. C'est un énorme enjeu. Ça aussi, ça s'explore, ça se travaille sur deux fonctions. Première fonction de l'intelligence émotionnelle qui est nommée
par rapport aux gens influents, c'est cette capacité de reconnaître en soi les sensations émotives et de les gérer, de réguler son émotion dans le moment où elle m'habite. C'est une première fonction de l'intelligence émotionnelle qui est une vous le savez, plus que le QI, autrefois, comme étant vu comme l'intelligence. Plein de formes d'intelligence, mais l'intelligence émotionnelle est grandement appréciée et recherchée dans les organisations et dans nos équipes avec lesquelles on a le plus envie de collaborer. Et sur l'autre aspect de l'intelligence émotionnelle, oui, je me reconnais d'un côté, mais de l'autre côté, c'est cette capacité, et moi, personnellement, je travaille encore beaucoup cette compétence-là parce que c'est vraiment pas facile, cette compétence à reconnaître et à avoir une délicatesse dans l'émotion que peut vivre l'autre, sans vouloir la comprendre trop vite. Souvent, dans l'empathie, on pense que je comprends l'émotion. Souvent, c'est une erreur en communication. Les gens disent « Hey, je te comprends. Tu me parles de ta chicane avec ton... » Je te réponds « Oui, je te comprends. » Je ne te comprends pas vraiment. C'est très difficile de comprendre l'autre dans sa réalité singulière. Accepter que je ne comprends pas véritablement l'émotion de l'autre va m'aider dans une posture plus de questionnement, de clarification, puis d'accompagnement du récit de l'autre, plus que dans « je te comprends puis je te conseille ». C'est toute une délicatesse dans l'empathie qui se travaille. Puis plus je le fais, bien, plus justement les gens reconnaissent que je suis à l'écoute de l'émotion par l'autre personne. Puis ça me donne des opportunités de collaborer différentes et plus délicates, plus habiles. Les deux prochains font le lien avec ma prochaine slide sur vraiment les modes d'interaction. Je vais vous les présenter sur ma disais. Puis c'est un peu la réflexion que je vous demande d'avoir ce midi, de dire je me reconnais dans lesquels. Puis est-ce qu'il y en a qui m'agressent ou qui méritent plus que d'autres? Évidemment, moi, de la façon que je parle dans l'équipe, il y a des gens qui prennent ça très bien et qui trouvent que c'est super de travailler avec moi. Puis il y a des gens qui n'aiment pas ça. Ça les dérange ou ça les frustre pour différentes raisons. Puis c'est pas parce que je veux mal faire. Puis en général, les gens ne veulent pas mal faire. Ils ne sont pas mal intentionnés quand on travaille avec eux. Mais il y a des irritants quand même parce qu'il y a des styles qui cohabitent moins bien ensemble. Puis le style dans l'abus peut devenir problématique. On va y penser. Mais d'abord, dans une rencontre qui nous disait, chez Saint-Arnaud, qui est un chercheur, peut-être certains le connaissent à Sherbrooke, psychologue, il y a beaucoup de livres sur les groupes restreints, sur le groupe optimal notamment, parle que tous les rencontres d'équipe, peu importe son contexte, devraient habiter la tâche, le climat et les procédures. C'est une régularité qui devrait être nuancée entre les trois. Oui, il faut être sur la tâche puis être proactif, être dans l'action, mais ça prend une certaine structure et procédure pour que ça soit confortable pour tout le monde. Et tout l'aspect climat devrait aussi être ultra régulier. Le côté agréable d'une rencontre, le côté léger, la place à la participation optimale et active. Et que comme leader collaboratif, je peux être attentif à ce qui manque ou à ce qu'il y a de trop un groupe par rapport à ces trois axes. En disant que beaucoup de gens proposent, donnent plein d'idées, on est très actifs. Les gens autour de la table, je vois que dans la rencontre, ça bouge beaucoup on propose. Ça se pourrait que j'ai volontairement, même si moi aussi j'ai bien envie de proposer, que volontairement j'aille plus sur la procédure, que je propose un tour de parole, que j'encadre la réunion, que j'apporte un ordre du jour à la réunion, sachant que je suis avec des créatifs et que ça va aller dans tous les sens au niveau de la production. Même principe s'il manque de climat ou il y en a trop. Dans les trois cas, si on est en surexploitation d'une des axes, c'est risqué pour notre équipe. Surexploitation de la production, on va être dans un climat fébrile, trop actif, de la misère à s'organiser et à prendre des décisions. Si on est trop dans un climat de procédure, certaines assemblées départementales, parfois on pourrait reconnaître ça, des assemblées politiques, des assemblées syndicales, trop de procédures parfois, met un climat de pesanteur, ça va être presque sur la rencontre, très rigide, difficile de laisser place à la créativité. Donc, avec mon leadership collaboratif, en observant ce qui se passe et en jouant un peu avec ces contenus-là. Et le climat, trop de climat, une gang d'amis qui travaillent ensemble, on devient euphorique, on perd un peu de production, il y a à doser, puis si on n'en a pas assez, bien, ça devient drabe, gêne, lourd, un peu comme rencontre, plate, à vivre. Puis ça aussi, c'est risqué. C'est déjà trois axes d'intervention qui peuvent m'aider quand j'observe un groupe de l'extérieur à dire, OK, il faudrait peut-être axer davantage certaines interactions sur ça ou ça. Il en manque dans mon équipe. Et c'est la même chose avec nos stratégies de communication. Je vais vous présenter les modes d'interaction prochaine page. Et il y en a 6 des modes différents d'interaction. Il faut varier son style communicationnel. En général, quand on nommait des personnes comme étant des personnes influentes dans mon groupe et qu'on retournait voir le tape, excusez-moi l'expression, retournait voir la vidéo qui a été filmée dans une recherche par rapport à ça, les gens qui sont nommés comme ayant de l'influence changent énormément de style de communication, de mode de communication pendant différentes rencontres, dans différents contextes. Ils vont agir dans des contextes
différents, je vais vous montrer le tableau tantôt qui ressemble à ça, vont agir en expression, en promotion, vont être dans la vigilance, en reconnaissant ce qui manque parfois dans l'équipe, dans le groupe. Et c'est cette délicatesse-là sur laquelle je vais vous amener aujourd'hui. Est-ce que je peux reconnaître rapidement ce qui se passe dans une équipe? Et est-ce que je peux volontairement essayer de combler des trous, sachant qu'une équipe optimale aura besoin des 6 modes d'interaction qui cohabitent pour parler d'une équipe optimale? Parce que d'ailleurs, Saint-Arnaud, dont je parlais tantôt, a repris ce concept des modes d'interaction pour dire oui, c'est nécessaire qu'ils soient là les 6, pas dans l'abus, mais qu'ils soient présents les 6 pour qu'on parle vraiment d'une équipe qui va être capable d'aller dans tous les niveaux, dans tous les axes, tant que climat, contenu, procédure, par rapport à la rencontre. C'est les questions que je vous pose, ceux qui veulent se prendre une petite note qui sont un peu plus en mode j'aimerais ça me former ce midi, si on est juste en mode écoute, aucun problème. Essayez de reconnaître à quel mode d'interaction peut-être vous vous reconnaissez. Est-ce qu'il y a des risques peut-être associés à votre façon de communiquer avec vos collègues? Est-ce qu'il y a des modes d'interaction dans lesquels vous avez de la difficulté à collaborer? Évidemment, je les passe vite. On a une formation complète sur les modes d'interaction qui existent, qui va vraiment en profondeur sur cet outil-là. Mais aujourd'hui, quand on peut déjà se poser ces premières questions-là, il faut essayer de volontairement changer son style. Attention, les modes d'interaction que je présente ici, ce n'est pas un test de personnalité. Je ne suis pas un mode d'interaction ou deux. Ce n'est pas ce qui définit qui je suis. Évidemment que dans notre vie de tous les jours, on a utilisé tous les modes. Dans les rencontres qu'on a, dans différents contextes, on utilise régulièrement tous les modes. Par contre, on reconnaît certaines généralités et chaque individu en général a 2-3 modes d'interaction qui sont plus présents que d'autres. Mongeau et Tremblay en 2013 qui ont sorti cet ouvrage-là. Mongeau, que plusieurs connaissent, j'imagine, dans la communauté UQAM, qui est chercheur à l'UQAM, professeur, et Tremblay qui est un consultant depuis des années, je pense retraité aujourd'hui, il a été chargé de cours longtemps. 2 amis, ces deux-là, ont réfléchi ensemble et ont analysé des données de tellement de rencontres d'équipe en essayant de classer chaque interaction faite. Chaque fois que quelqu'un parle, on classait l'interaction dans une des séquences, dans une des catégories, pour arriver avec ces 6 catégories-là, qui sont des catégories soit proactives, en prise de parole, peut-être faire référence un peu à l'extroversion, c'est-à-dire je prends plus de place, et à la réactivité, réaction un peu plus introvertie, mais encore là, il n'y a pas nécessairement de lien exact parce que je peux être très extraverti puis avoir un mode structuration et vigilance très développé. Donc, les modes d'interaction, comme je vous dis, ce n'est pas une généralité, ce n'est pas un trait de personnalité, mais évidemment que notre personne fait qu'on a un style communicationnel qui revient plus fréquemment, même si on a la capacité d'aller dans les 6 modes. Là où je vous amène, c'est qu'il faut être capable de reconnaître quand il y a trop ou pas assez d'un des modes dans notre rencontre d'équipe, dans nos réunions. Et c'est là où je peux jouer un rôle vraiment influent sur la collaboration en ayant comblé. Ça ne paraîtra pas après un meeting, une rencontre que j'ai été essayer de combler un manque dans mon équipe. Mais après plusieurs rencontres, en variant mon style, j'aide régulièrement l'équipe à combler certains trous. Puis tranquillement, ça devient un outil intéressant pour l'analyse que j'en fais. On a des modes proactifs, expression, promotion, explication, rapidement, quelques minutes là-dessus. Le mode expression, vous voyez, je mets souvent une croyance. La croyance, c'est un peu ce pourquoi je fais ces actions-là. Des phrases de type expression, c'est hey, « je vais proposer quelque chose, hey, je pense qu'on devrait faire ça, je parle en premier, je donne beaucoup ». Dans ma tête aussi, plusieurs personnes devraient contribuer, ça devrait être important. Par contre, quand je fais ça, vous voyez, il y a des pièges associés à ça. Ça se peut que j'intimide ou je provoque. Ce n'est pas tout le monde comme moi qui, dans une rencontre, considère que tout le monde devrait parler égal et donner autant son opinion les uns que les autres. Il y a des gens qui n'ont pas besoin qu'on leur demande ce qu'ils en pensent pour être tout autant dans la participation et être proactif en réunion. Et ça peut même venir qu'à les provoquer, à les intimider, le mot est fort, mais ça peut venir choquer certaines personnes que toujours se faire demander leur opinion. Alors que je le fais pour bien faire. C'est dans ma croyance en mode expressif. C'est une volonté que j'ai. Une chose en promotion, je suis dans un mode où je promouvois beaucoup. Les idées sont toutes bonnes, j'aime ton idée. Ça, c'est une phrase de type promotion. Ah, je pense que l'idée de Luc avec Mélanie, ça fit ensemble. Si on est dans une phrase de type promotion. Ah, je vais parler du projet à l'extérieur. Je vais vendre l'idée au gestionnaire ou à une autre équipe. Je suis dans la promotion. Attention ici, tellement j'ai un peu ce trac de la vedette dans certains comportements de promotion, de nier certaines incompatibilités. C'est nécessaire parfois qu'on prenne position dans des rencontres d'équipe. Et je peux parfois être trop dans la promotion et heurter des personnes qui disent non, mais là, il faut trancher, il faut prendre une décision, puis visiblement, ça ne marche pas. Il y en a des équipes où on est très, très pensée positive et où beaucoup d'interactions tournent autour de la promotion. Ça se peut que je doive aller chercher de la vigilance un peu. Ça se peut que j'aie à proposer un peu d'explications supplémentaires pour aider mon équipe à performer à ces moments précis, quand j'observe que ce mode est trop présent. Même chose pour l'explication. Bien présent, j'enseigne à la Polytechnique aux futurs ingénieurs. Je ne sais pas si on a des ingénieurs dans la salle. C'est un mode qui est très présent, explication et vigilance chez mes futurs ingénieurs. Tout groupe nécessite la compréhension de différents détails et que pour avancer en équipe, c'est cette conception que chaque
explication est importante et nécessaire. Très pertinent, très utile dans un groupe d'avoir ce type d'interaction, puisqu'à certains moments, c'est très important de comprendre avec une réalité commune le sujet. Par contre, encore là, si on abuse, c'est ce qui allonge les réunions. Le souci du détail qui rejoint juste 2-3 personnes ou qui importe à 2-3 personnes dans la rencontre est lourd parfois et ça devient un risque ici. Même principe on tombe en mode réactif, structuration. On a des gens qui disent des interactions du genre « je pense qu'on devrait faire un tour de parole. J'ai préparé un ordre du jour. Attention, on devrait se donner 15 minutes avant de passer au vote. » Stratégie de gestion de réunion en termes de contenant. Dans le mode structuration, règles et procédures très importantes dans ma vision de la chose. Recherche de contrôle et rigidité sont mon risque. Je peux devenir à vouloir contrôler, ça peut sembler un contrôle de ma part si je le fais de cette façon-là. C'est risqué. Je suis capable d'aller un peu dans les deux sens. Je peux être en mode vigilance aussi. Sceptique, avocat du diable, nécessaire. Si on a une équipe où il n'y a pas de vigilance, on n'a pas des résultats optimaux. Il nous manque de réaction face à certaines tâches. Si on est 3-4 personnes en vigilance, par contre, il est possible que qu'on tombe dans un climat lourd, de méfiance, de frustration, que ça n'avance pas. Donc, est-ce que je suis capable de reconnaître, est-ce qu'on en a de la vigilance dans cette équipe-là présente? Est-ce qu'il y en a des interactions de type vigilant? Oui, OK, je n'ai pas trop besoin d'y aller. Ce n'est pas mon style. Il n'y en a pas, ce n'est pas mon style, mais j'y vais quand même parce que je sens que mon équipe ou le groupe en a besoin dans ce contexte de travail actuel. Et un dernier mode là, réactif, en mode soutien, accompagnement du climat, bien-être. J'apporte les petits cafés au début de la rencontre. Je vais m'assurer de nommer parfois des émotions que je ressens à l'écoute de l'émotion d'autrui. Évidemment, encore une fois, un peu comme dans la promotion, cette peur de déplaire à quelqu'un fait que je ne prends pas position assez régulièrement dans mes interactions. Si j'abuse de ce style, je peux décevoir ou frustrer les gens autour de la table en les irritant. Les modes d'interaction, on les explore très sommairement ce midi, mais nous permettent aussi d'avoir des rôles différents dans des rencontres. Outre le fait on va avoir un animateur et un secrétaire qui prend les notes, qui sont des rôles assez classiques, on peut avoir des rôles qu'on tire de chacun des modes d'interaction, sachant qu'on a besoin d'un peu de tout ça dans nos rencontres de groupe. Comment est-ce qu'on s'assure d'avoir des gens qui sont plus en expression? Qui seront nos gens qui vont être plus dans l'explication de certains détails qu'on aura choisis à l'avance? Qui assure la structuration, peut-être l'animation? C'est des gens à qui je recommande, ceux qui se reconnaissent en structuration, peut-être d'animer les rencontres. Arrêtons en tant que gestionnaire d'être toujours à animer nos rencontres. Parfois, c'est nécessaire. Parfois, pour laisser place à la créativité puis que je puisse participer en tant que gestionnaire, donner mon opinion, confronter des idées, donnons donc l'animation à quelqu'un qui est plus en mode structuration et qui a peut-être moins à apporter dans le contenu dans ce contexte de travail actuel. C'est à ça que peut nous servir les modes d'interaction. Évidemment, on peut les explorer en profondeur puis se questionner un peu plus loin là-dessus. C'est pour ça que je vous mettais ces questions-là en les revoyant, là, parce qu'on peut s'identifier à 1, 2, 3 modes. Bon, j'aurais aimé ça faire un tour de table, mais ça prendrait quelques minutes supplémentaires, malheureusement. Est-ce que je suis capable de reconnaître que des fois, peut-être quand j'abuse un peu de ça, je me rends compte que ça dérange, que ça agresse certains collègues? Est-ce que j'ai de la difficulté à collaborer avec certains modes? C'est important que je me rende compte aussi que, tu vois, moi, le mode vigilance, j'ai de la misère avec ça. Pourquoi? Dans quel sens? Qu'est-ce qui fait que j'ai de la misère? Puis comment je pourrais essayer de me donner le défi de collaborer davantage avec ces modes-là qui, parfois, m'éloignent un peu de l'objectif commun? Voilà. Deuxième bloc rapide, en terminant. On est dans la rétroaction critique. Et la majorité des conflits, c'est qu'on a un démarrage de la discussion par une inférence. Une inférence, c'est la conclusion que j'extrais de la discussion avec quelqu'un, de mon cheminement mental qui est à la base des faits observables que j'interprète, desquels, en fonction de mon background, je tire une conclusion et je passe à l'action. Donc, je vais dire une phrase de ces types-là. J'ai mis des exemples de dire à quelqu'un qui n'est pas motivé par le travail, « Hey, t'as de l'air de t'en foutre. Hey, c'est une attitude non professionnelle. Hey, ton commentaire est raciste, sexiste, xénophobe. » Quand je dis ces choses-là, l'important, c'est pas de savoir j'ai-tu raison, j'ai-tu pas raison. C'est vraiment dans le relationnel que ça se passe. C'est quand j'accuse de cette façon-là avec une inférence la personne, il y aura un mur qui va se créer. Évidemment que la personne va chercher à se défendre, à réagir à ça. Elle vivra certainement davantage ça comme une attaque. C'est là qu'il va falloir ensemble revenir tranquillement pour déconstruire ça. C'est pour ça que je vous propose une méthode aujourd'hui de rétroaction qui déconstruit tranquillement ça et qui évite l'inférence. Parce que des gens vont me dire, oui, mais c'est vrai que la personne n'est pas motivée par le travail. Ce qui est vrai, c'est que tu l'as observé sur son téléphone hier 2 heures, qu'elle est arrivée en retard 15 minutes au meeting ce matin et que telle chose. Ça, c'est des faits observables. C'est ça, dans le fond, que je reproche, mais moi, je l'interprète, puis en bout de ligne, je vais dire à la personne, tu n'es pas motivé par le travail. Cette inférence-là est très risquée
dans l'évolution. Les composantes essentielles, donc ça se travaille aussi en formation, puis on le voit beaucoup. On va décortiquer tranquillement. Ça a l'air mécanique au début, un peu pas naturel, mais en bout de ligne, c'est comme ça que je peux développer cette capacité à donner du feedback de plus en plus précis. Ça se passe par ces 4 étapes. D'abord, d'être capable de nommer les faits observables. On travaille ça. Quels sont des faits observables? Des fois, en groupe, je dis, il y avait un malaise dans le groupe. Est-ce qu'il y avait un malaise ou il y avait un silence? Le fait, c'est personne ne parle. Le fait, c'est pas il y a un malaise. Le malaise, c'est moi qui interprète ce silence. Là, il y a la nuance tranquillement dans le feedback. Donc, quand je vais commencer un feedback, l'important, c'est d'être capable de préciser le fait observable d'une personne. Hier, tu as déposé 5 dossiers sur mon bureau avec un post-it écrit urgent. Ça, c'est le fait. Je n'ai pas dit hier, tu m'as mis de la pression. Ça, c'est l'inférence. Ensuite, ce qui est une des forces dans le feedback, c'est cette capacité à ramener ça en acceptant que c'est moi qui vis difficilement le comportement et non pas le comportement qui est problématique. Ça se pourrait que tous les gens réagissent différemment de comment moi je réagis à me faire mettre 5 dossiers sur mon bureau avec un post-it écrit urgent. Ça se pourrait que des collègues réagissent très bien à ça, puis en face réagissent qu'il n'y a rien qui se passe. Moi, personnellement, je l'ai senti comme une pression. J'ai peur de ne pas être en mesure de tout rendre ou de tout exprimer. Donc, c'est mon expérience qui parle. Le comportement affecte moi, n'est pas déplacé nécessairement, affecte moi. C'est le même principe. Si je dis à quelqu'un, ton commentaire est sexiste, je l'ai vécu comme du sexisme. Ce commentaire aurait pu être reçu par quelqu'un d'autre et bien reçu. Moi, je l'ai vécu comme du sexisme. Et l'impact, c'est que je nomme un impact qui risque d'arriver si le comportement ne change pas, évidemment, dans mon feedback. Je ne peux pas travailler dans ce genre d'environnement-là. Je me sens mal, je suis moins motivé. Qu'est-ce que ça a comme impact? Description, émotion, impact. Et j'ajoute cette question d'ouverture au dialogue parce que je peux considérer que j'ai réussi ma rétroaction si la personne ouvre une discussion avec moi sans seulement se sentir attaqué. C'est-à-dire, la dernière portion de mon feedback devrait être réellement une question d'ouverture au dialogue. Qu'est-ce qu'on peut faire différemment? Comment est-ce qu'on réfléchit la suite? Quel échantillon on peut voir pour être plus à jour? Sans orienter ou forcer la personne à changer. Peux-tu changer, s'il te plaît? Je comprends que c'est une question, mais peu délicate. Cette structure de feedback peut se travailler tranquillement puis espérer développer une culture du feedback critique dans notre organisation qui est nécessaire à la collaboration. Trop souvent, des équipes restent prises dans une phase de forming, si on veut, de démarrage de vie d'équipe, parce qu'on balaie en dessous du tapis des irritants qu'on n'osera pas nommer par peur de déplaire ou par peur de discussions difficiles. Or, les discussions difficiles font partie de la collaboration, sont nécessaires. Évidemment, il y aura toujours 2, 3, 5% de gens qui sont des humains que je qualifierais d'exécrables et qui n'accepteront pas, évidemment, de changer ou qui vont être frustrés ou se sentir attaqués, peu importe la douceur du feedback qu'on approche. Mais se donner les chances en exprimant un feedback de cette façon-là permet d'aller un peu plus loin avec la personne. Et je vous dis, si j'arrive à créer un dialogue, il faut que j'accepte d'être dans un jeu de compromis, de réflexion avec l'autre. Ce n'est pas simplement une attaque. C'est vraiment une réflexion. Je n'ai pas la réponse. Je n'ai pas la solution pour la personne quand je viens faire mon feedback critique. C'est une réflexion que je propose. Évidemment, quand je reçois de la rétroaction, il y a plein d'éléments aussi que je devrais travailler pour moi-même. Parce que faire du feedback critique, puis conséquemment en faire, puis savoir qu'il y a des impacts sur l'autre, va m'obliger à avoir une pratique aussi de réception de feedback, parce que quand la personne, je lui fais un feedback, bien, elle va répondre, ça se peut qu'elle revienne avec un autre critique pour moi, puis que ce soit un jeu dans une dynamique interactionnelle qui s'installe. Donc, évidemment, il faut que je pose plus de questions, il faut que je me mette dans cette perception de comprendre ce que l'autre veut dire, que je clarifie les mots beaucoup de l'autre. Des erreurs de communication, c'est le sens des mots qui est très faible, ou très peu considéré. Prendre le temps d'aller chercher la description émotionnelle des mots, le sens des mots associés. Évidemment, ça se peut que j'ai à gérer ma dynamique émotionnelle, de demander du temps pour réfléchir. C'est des actions de base que je devrais mettre en pratique de plus en plus. Je dois me préparer, puis il y a des rétroactions, plus c'est critique, plus je devrais la préparer. Plus je devrais prendre du temps pour penser à mon affaire, de me dire qu'est-ce que je fais, comment je la rédige. J'ai le droit d'écrire un peu avant. Plus c'est critique, plus le comportement est risqué, plus ça risque de mettre un frein dans notre collaboration. Et plus je devrais me demander un peu ces questions-là, je dresse un peu cette liste. J'ai le droit de préparer ma rétroaction. Trop souvent, on va faire ça dans le feu de l'action sans vraiment considérer sur quoi j'ai envie de mettre l'emphase, puis comment je veux créer le dialogue, plutôt que de juste rabaisser la personne ou de lui faire voir que son comportement est inadéquat. Peut-être qu'il y a un dialogue vraiment à aller créer, puis comment je le fais, j'ai le droit de me préparer, surtout pour ce qui est critique. Évidemment, cette mécanique-là marche aussi pour de la rétroaction positive, mais la plus dure à faire, c'est critique. C'est pour ça qu'on est vraiment dans cette démarche. Écoutez, merci. J'ai dépassé un peu mon temps. Ça passe tellement vite. Je vois qu'il y a du chat, là, on va aller voir ça. Ça demande un effort introspectif intense de toutes ces deux thématiques-là, de mode d'interaction et de rétroaction critique.
Voilà. Donc, Annie, je ne sais pas s'il y a eu des questions. Tiens, quelques personnes qui chatent. Là, je vais lire une première. Quelles sont les différences entre les principes de la communication non violente et de la rétroaction critique? Merci, Julia, pour ta question. On n'est pas loin. Les principes de communication non violente sont vraiment pas loin de cette rétroaction critique. Là où je vous invite à aller encore plus loin, c'est dans la réflexion de la création du dialogue. Comment j'encourage le dialogue à naître et je n'ai pas en tête de solution. Si j'arrive là en me disant, je sais qu'il faut que ce soit ça la solution, sinon ça ne marche pas, je ne suis pas dans cette dynamique de compromis parce que visiblement, quand je vais faire une rétroaction face à un comportement qui me déplaît, il va falloir que je mette un peu d'eau dans mon vin et que j'accepte un certain compromis de mon côté aussi. Si je vais là uniquement pour gagner mon point, gagner mon besoin, il manque quelque chose. Cette dynamique, c'est cette question d'ouverture sur laquelle je devrais peut-être prendre du temps de réflexion, Julia, pour m'aider à aller un peu plus loin là-dessus. J'espère que je réponds à ta question. La question de Simon, dans le cadre d'un nouvel emploi, avec de toutes nouvelles relations, conseillez-vous de se garder une petite jeune avant de se lancer un feedback critique? Oui, c'est une bonne préoccupation. Évidemment, oui, il faut se garder une petite gêne, tout à fait, je suis d'accord avec vous, parce que le contenu n'est jamais bien loin, est jamais indissocié de la relation. Donc, plus la relation est établie, plus ma critique peut être précise, virulente. Par contre, je recommande de faire des feedbacks critiques peu critiques quand il y a des petits éléments qui m'irritent plutôt que d'arriver à quelque chose qui devient un énorme irritant. Donc, avec cette mécanique de rétroaction un peu plus douce puis qui suscite la discussion, bien, ça se pointe assez bien d'aller nommer un comportement qui m'a irrité légèrement, mais sans dire ce comportement m'irrite, en disant il y a eu telle chose qui a été faite, j'ai reçu ça ou je l'ai vécu de telle façon, j'ai été un peu déçu pour telle raison, il y a ça comme impact. Tout vient d'arriver, tout ça. Souvent, dans la question d'ouverture, je vais dédramatiser. Des stratégies qu'on voit aussi en formation, c'est de dédramatiser, de dire évidemment, je comprends que ce n'était pas ça ton intention. Ça, tu vois, ça, c'est une façon de dédramatiser, de ne pas accuser l'autre personne d'avoir une intention mauvaise, mais de dire hey, ça ne devait pas être ça ton intention, mais c'est comme ça que je l'ai vécu, qu'est-ce qu'on fait pour la suite? Souvent, la personne générale va s'ouvrir avec une proposition, une discussion ou autre. Voilà. Mais oui, plus on bâtit la relation, plus on peut se permettre d'aller loin dans notre esprit de rétroaction critique. Bon point, Simon, là-dessus. Hugo Jolette, plus haut, comme il semble juste adopter une approche caméléon, donc ils sont pas d'être démasqués, nos collègues maintenant de modulation, est-ce qu'on expose à ces approches? Oui, il y a tout l'enjeu peut-être de l'authenticité ici que tu touches avec ta question, Hugo. Les stratégies de communication, on les utilise déjà tous dans notre vie selon le contexte de travail d'équipe. On n'est pas en train de se dire ici, je laisse ma personnalité de côté pour changer qui je suis. Je change mon style interactionnel. L'accent de mes interactions sera peut-être orienté davantage procédure, contenu, climat, dépendamment de ce qui manque. Sera peut-être agencé vers la vigilance. Mais évidemment, ça reste, si je m'en vais vers la vigilance, par exemple, dans une rencontre d'équipe, alors que ce n'est pas mon style communicationnel habituel, ma personnalité va transparaître. Ça risque de ne pas être une vigilance mesquine, arrogante ou déplacée. Ça risque d'être une vigilance assez douce, mais qui remet en question. Puis ma personnalité va transparaître dans ma façon d'être vigilant. Ma personnalité va transparaître dans ma façon d'être en promotion. Donc, je ne pense pas que c'est un enjeu de là, c'est de la manipulation ou c'est de la fausse représentation de qui je suis. Non, je suis qui je suis. Par contre, je peux avoir des styles d'interaction. Hein, même dans la vie personnelle et au travail, on est parfois très différents dans nos façons d'interagir, même si on est la même personne, dans un sens authentique du terme. J'espère que je réponds quand même, Hugo.